Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite effectivement vous exposer en deux mots le contexte vu de Paris de ce webinaire et la manière dont les questions de devoir de vigilance, de diligence raisonnable sont actuellement appréhendées en France. Comme ça a été annoncé, donc le nouvel élément dans le contexte français, c'est l'adoption d'une loi intitulée Loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, une loi qui a été donc adoptée le 27 mars 2017. En deux mots, ce que prévoit cette loi, d'une part, en termes d'entreprises qui sont concernées, cette loi concerne les sociétés qui emploient au moins 5000 salariés dans leurs établissements principaux et dans leurs filiales, si leur siège social est fixé sur le territoire français, et 10 000 salariés au minimum si leur siège social est situé éventuellement à l'étranger. Et la loi oblige ces entreprises à prendre des mesures, dites mesures de vigilance raisonnable, pour identifier les risques et prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement, des atteintes qui résulteraient des activités à la fois de la société mère, mais aussi des activités des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement, et enfin aussi des activités de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs avec lesquels ils ont une relation commerciale établie. Donc la nouveauté est ce spectre très large sur lequel la société mère doit pouvoir rendre des comptes par rapport à un impact éventuellement négatif de ses activités. Alors, la manière dont les choses doivent se faire, c'est qu'on demande aux entreprises d'établir un plan de vigilance en association avec les différentes parties prenantes avec lesquelles l'entreprise est amenée à travailler, et en particulier, on reviendra dans le détail, établir une cartographie des risques, des procédures d'évaluation, des actions adaptées d'atténuation de ces risques ou de prévention de ces risques, un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements, et enfin, surtout, un dispositif de suivi des mesures. Alors, il est prévu que ces plans de vigilance, mais surtout les comptes rendus annuels de leur mise en œuvre effective, soient rendus publics. Alors, encore un petit mot pour rappeler que cette notion de vigilance, de diligence raisonnable, c'est une notion qui est appliquée dans l'ensemble des pays de l'OCDE à titre volontaire dans le cadre des directives de l'OCDE à l'égard des multinationales, puisque ces directives ont introduit cette notion dès 2011. Et donc ces directives sont applicables à l'ensemble des sociétés qui ont leur siège dans les pays de l'OCDE. Et pour terminer, je dirais que l'élaboration de ces plans de vigilance constitue de manière globale un élément indispensable pour assurer la pérennité à long terme de l'entreprise par rapport aux risques réputationnels qui peuvent affecter ses relations avec ses clients, ses consommateurs, ses fournisseurs et peut-être, je dirais last but not least, avec ses financeurs qui sont de plus en plus nombreux à demander des informations sur la manière dont l'entreprise envisage de gérer les risques dans le domaine du respect des droits de l'homme. Voilà, je vous remercie et je vais passer la parole à Maxime Guanin. Donc, merci beaucoup pour cette introduction très intéressante. Avant de passer la parole à Maxime Gouelin, je voulais juste vous préciser que pendant toute la durée des interventions, vous avez la possibilité de poser les questions dans la fenêtre de conversation qui se trouve en bas à droite de votre écran. On restituera ces questions lors des sessions de questions-réponses. Il y en aura 3. Donc n'hésitez pas pendant toutes les durées d'intervention à poser vos questions.
On se chargera de les restituer aux intervenants. Je laisse maintenant la parole à Maxime Goualin pour sa présentation. Et je vais charger sa présentation. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Anne, peux-tu nous faire un retour son pour Maxime? D'accord. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour m'avoir invité aujourd'hui à présenter notre plan de vigilance qui sera disponible publiquement dans quelques semaines dans notre document de référence, dans notre rapport annuel. Je vais faire un focus en particulier puisque c'était le thème demandé sur la cartographie des risques fournisseurs, mais je vais également aborder d'autres sujets plus larges en lien avec la question des droits de l'homme et des initiatives qu'on prend chez Schneider Electric en la matière. Peut-être avant de entrer dans le détail, quelques mots sur Schneider Electric, qui est une entreprise française qui a été fondée en 1836, qui réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires d'environ 25 milliards d'euros, qui est leader mondial sur la gestion de l'énergie et sur les automatismes, avec une présence dans environ une centaine de pays. Je ne vais pas vous inonder trop de chiffres, mais c'est toujours bien de les avoir en tête. On a environ 140 000 salariés et à peu près 60 000 fournisseurs, pour vous donner un ordre d'idée de Schneider Electric. En ce qui me concerne, ça fait maintenant 5 ans que je travaille chez Schneider. Plus particulièrement, ça fait 4 ans que je travaille sur la thématique des droits humains. Ce qui est certain, c'est que en quelques années, on a vu une évolution considérable sur ce sujet-là. Depuis 2011, bien entendu, avec les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, mais également avec toutes les lois qui ont pu être votées depuis 2011, et notamment les lois françaises, celles qui nous intéressent aujourd'hui sur le devoir de vigilance, mais d'autres, comme le Modern Slavery Act par exemple, la loi américaine, californienne sur le trafic d'êtres humains, ou la loi néerlandaise sur le travail des enfants, ainsi que des discussions qui sont en cours à l'heure actuelle dans d'autres pays ou aux Nations Unies. En plus de ça, ce qui a fait énormément avancer ce sujet des entreprises et des droits de l'homme, c'est la partie business et le fait que de plus en plus nos clients s'intéressent à ces thématiques et nous demandent des comptes sur ces sujets, nous demandent ce qu'on fait en la matière, comment sont fabriqués nos produits, où est-ce qu'ils sont fabriqués, dans quelles conditions, comment nous gérons notre chaîne de sous-traitance, etc. Et que cela a un impact business puisque ça entre dans la sélection comme étant un critère de plus en plus important. Donc, et puis pour terminer, il y a effectivement la partie réputation. Les scandales dans le passé ont été nombreux sur ces sujets. On pense bien entendu au Rana Plaza qui a marqué et choqué de nombreuses personnes dans le monde entier, mais il y en a eu d'autres, que ce soit dans les années 2000 ou bien avant. Et un élément important, c'est que l'ensemble des entreprises, des organismes de notation extra-financière s'intéressent de plus en plus à la thématique droits humains et intègrent cette dimension dans leur notation. J'ai mis quelques exemples, que ce soit Vigeo, que ce soit le Dow Jones Sustainability Index, le DJSI, ou d'autres, ont intégré les principes directeurs des Nations Unies à leur questionnaire, et ça représente désormais une part essentielle de l'analyse qui est réalisée, aux côtés d'autres thématiques plus anciennes, comme par exemple la protection de l'environnement ou du climat. On a souhaité intégrer les ODD au plan de vigilance et faire le lien entre plan de vigilance et objectifs du développement durable. L'avantage que ça a, c'est que ça permet de visualiser
de manière très très simple l'impact que l'entreprise peut avoir sur les ODD. J'en ai fait ressortir ici 3 plus particulièrement. Un qui est l'ODD numéro 8 sur le travail décent et la croissance économique, avec notamment des sous-objectifs. Le sous-objectif 8.7 concernant le travail des enfants et le travail forcé, pour lesquels les entreprises s'engagent à lutter aux côtés des États. L'objectif ODD numéro 13 sur les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Et là, j'intègre l'ensemble des initiatives en matière de protection de l'environnement ou du climat. Et l'objectif, l'ODD 17 sur les partenariats pour la réalisation de ces objectifs. En ce qui nous concerne, Schneider Electric a toujours été ouvert à de très nombreux partenariats. Sur ce sujet-là, nous sommes partenaires de longue date du Global Compact des Nations Unies. Notre PDG est d'ailleurs président du réseau français du Global Compact. Nous sommes engagés également dans d'autres initiatives, soit le WBCSD, le World Business Council for Sustainable Development, EDH, Entreprises pour les droits de l'homme, qui est une association française qui réunit plusieurs entreprises françaises engagées sur ces sujets, ou plus récemment RBA, la Responsible Business Alliance, précédemment connue sous le nom de EICC, Electronic Industry Citizenship Coalition, qui réunit depuis 2004 des entreprises du secteur de l'électronique qui s'engagent sur les thématiques des conditions de travail, de la protection de l'environnement, des conditions de santé et sécurité, et également des questions d'intégrité et de lutte contre la corruption, qui s'est ouvert en fin d'année dernière à d'autres secteurs. Et ces aspects de partenariat et de coopération entre différents acteurs privés ou privés-publics permet de partager les bonnes pratiques et les outils pour aller de l'avant ensemble. Désormais, je vais rentrer dans le vif du sujet avec le plan de Schneider Electric. On a construit notre plan en fait sur 3 piliers. Un premier pilier qui est l'amont de notre chaîne de valeur, tout ce qui va concerner nos fournisseurs et nos sous-traitants. Je vais en parler plus en détail dans un instant. Un pilier interne, donc Schneider Electric et ses filiales, et un pilier sur l'aval de notre chaîne de valeur, la partie client, la partie business, qui n'est pas à proprement parler dans la loi française, mais par contre qui est en ligne avec les principes directeurs des Nations Unies qui fixent pour objectif aux entreprises d'être responsables tout au long de leur chaîne de valeur. Et en parallèle de ça, ou je dirais au-dessus de tout ça, on a un pilier gouvernance dont je vais parler dans un instant, où on a mis en place un comité de devoir de vigilance, des politiques spécifiques et un système d'alerte. Alors ce comité de devoir de vigilance, on l'a monté au printemps dernier suite au vote de la loi, afin de structurer la démarche en interne. Il réunit, alors il est co-présidé par plusieurs senior vice-président de Schneider Electric, le senior vice-président en charge du développement durable, M. Gilbert Desroches, le senior vice-président en charge de la santé, sécurité et de l'environnement et du real estate, M. Xavier Huot, le senior vice-président en charge des achats, M. Dick Essing, ainsi que des personnes différentes personnes de leurs équipes. Pour ma part, je suis dans l'équipe de Monsieur Gilbert Desroches en développement durable. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran, nous avons créé en fin d'année dernière un poste qui est occupé par Monsieur Bernard Forgers pour gérer le programme, le sous-programme, je dirais, enfin le programme des fournisseurs sous vigilance, qui est un sous-programme de notre plan de vigilance. Je vais en parler dans un instant. Avant tout cela, je dirais qu'il y avait déjà plusieurs choses qui existaient chez Schneider Electric en lien avec les droits de l'homme. Bien évidemment, dans notre charte éthique, comme toutes les entreprises, on avait des éléments là-dessus. On a de longue date, on est une entreprise industrielle,
comme je vous l'ai indiqué, qui a été créé en 1836, donc sur les aspects santé, sécurité, qualité, environnement. On a une expérience qui est assez ancienne et donc là-dessus on a déjà pas mal de process en place. On a souhaité réunir l'ensemble de ces éléments et en ajouter des nouveaux dans une politique droits de l'homme, politique qui a été approuvée l'année dernière par notre PDG, qui reprend l'ensemble de ces éléments et qui en ajoute des nouveaux, notamment sur le travail des enfants, sur le travail forcé, sur la liberté syndicale, sur la gestion des données également, qui sont des engagements qui vont plus loin que juste dire dans une charte éthique nous nous engageons à respecter les droits de l'homme comme indiqué par le Global Compact, etc., etc. Donc on essaye d'aller un petit peu plus loin et c'est ça qui va cadrer en fait l'ensemble des initiatives qu'on est en train de prendre en ce moment dans le cadre de notre plan de vigilance. Je m'arrête un petit peu sur cette politique droits de l'homme parce que ça peut paraître effectivement quelque chose d'assez banal. Néanmoins, c'est indispensable. On dit souvent sur tous ces sujets le ton at the top. C'est pas nouveau, mais c'est indispensable. La nouveauté quand même sur la partie droits humains, c'est qu'il y a, en tout cas il y avait, mais il y a certainement encore, une méconnaissance des sujets. Les principes directeurs des Nations Unies, c'est pas si vieux que ça, c'est 2011. Et moi, quand je suis arrivé dans l'entreprise, les droits de l'homme n'étaient pas abordés tels qu'ils sont aujourd'hui. Il y a eu une évolution énorme parce qu'on a réussi à embarquer réellement tous les leaders de l'entreprise, tous les membres du comité exécutif, pour expliquer, pour former sur ces sujets-là, de quoi il s'agit et quelle est la responsabilité des entreprises en la matière. Hein, si je reprends les trois piliers de John Ruggie, protéger, protect, respect et remedy, protéger, respecter et remédier. Il faut ensuite aller au-delà. Ça, c'est des points qui sont connus des professionnels de l'éthique, du développement durable, de la RSE ou des droits de l'homme, mais pas nécessairement des autres acteurs de l'entreprise. Et tout ça, ça prend effectivement du temps. Donc, il nous a fallu du temps pour aboutir à ce document qui cadre l'intégralité de notre démarche et de nos initiatives aujourd'hui. Un point, c'est le dernier point sur le pilier gouvernance. Nous ouvrons là certainement le mois prochain ou en fin du mois un système d'alerte dédié à l'ensemble de nos parties prenantes externes, que ce soit nos fournisseurs, nos clients, nos sous-traitants, mais également dans la liste, je pourrais ajouter le voisin d'une usine qui souhaite se plaindre du bruit que font les camions ou de toute autre chose. On a de longue date, depuis 2010, un système d'alerte interne qu'on conserve et on ouvre donc ce nouveau système à l'externe sur les thématiques d'anticorruption, de conflit d'intérêts, de falsification de documents, qui a plutôt la partie, on va dire, sapin 2 pour ceux qui s'intéressent à cette thématique de l'intégrité dans les affaires, mais également au sujet des droits de l'homme, comme le travail des enfants, le travail forcé, le trafic d'êtres humains, les conditions de santé, sécurité, les pollutions environnementales, qui sont intégrées dans ce nouveau système d'alerte qu'on a appelé Green Line. Pourquoi Green Line? Parce que notre système d'alerte interne depuis 2010 s'appelle Red Line, et voilà, nous sommes très forts en marketing, donc on s'est dit que Green Line c'était très bien parce qu'en plus c'est la couleur de Schneider Electric. Et ce sera communiqué dans notre rapport annuel, sur notre site internet, dans notre document, notre site en ligne spécifique pour notre rapport développement durable, ainsi que auprès de nos fournisseurs dans les conditions générales d'achat et dans le code de conduite fournisseur. Je passe maintenant au pilier qui va le plus nous intéresser désormais, c'est celui sur les fournisseurs et l'amont de notre chaîne de valeur. Comme je le disais en introduction, Schneider Electric, on a environ 60 000 fournisseurs. C'est fournisseurs au niveau élémentaire, c'est-à-dire réellement le site de production, l'usine qui fabrique le produit ou la solution que Schneider va acheter. 60 000, qui représentent environ 12 milliards de chiffre d'affaires. Donc sur un chiffre d'affaires global de la société qui est à 25 milliards. Donc c'est
une part non négligeable du chiffre d'affaires. Depuis assez longtemps maintenant, on a pas mal de process en place pour l'ensemble de nos fournisseurs, que ce soit à travers de notre code de conduite fournisseur qu'on a mis à jour en début d'année 2017, qui s'applique à tous les fournisseurs, qui est intégré aux conditions générales d'achat. Et au moment de la qualification, de la sélection et de la qualification des nouveaux fournisseurs, on établit des questionnaires et des audits lorsqu'on sélectionne les fournisseurs, et on intègre ces dimensions, bien évidemment, dans ces questionnaires, avec la définition depuis 2012 de situations hors limite, comme telles que les risques sur la sécurité des employés, les pollutions environnementales et le travail des enfants, qui font l'objet de formations particulières dédiées à nos acheteurs. En plus de ça, depuis 2012, on a un programme spécifique pour nos fournisseurs dits stratégiques. Fournisseurs stratégiques, on en a environ 1300 chez Schneider, donc sur 60 000, qui représentent plus de 60% du volume des achats. Donc c'est réellement avec eux qu'on fait le plus de business. Ils sont intégrés à un programme spécifique et on leur demande d'intégrer les dimensions de l'ISO 26000. Ça fait l'objet d'un partenariat avec l'entreprise EcoVadis depuis 2012, qui réalise des audits à la fois en desk assessment, mais également en physique sur site si nécessaire. Et donc pour faire partie de ces fournisseurs stratégiques, il faut avoir un score minimum. Et les fournisseurs ont tout intérêt à avoir ce score minimum, car d'un point de vue business, ils sont incentivés, on travaille plus avec eux, ils ont un accès à notre carte stratégique pour savoir les technologies qu'on va développer dans les prochaines années, etc. En plus de ça, on a souhaité mettre en place un autre programme dédié à ce qu'on appelait nos fournisseurs sous vigilance, qui sont par définition pas des fournisseurs stratégiques, c'est-à-dire que ils sont rentrés dans notre portefeuille d'achat, on travaille avec eux, mais là il y a un point important qui rentre en considération, c'est que Schneider Electric, au cours des 15 dernières années, a essentiellement grandi par acquisition. Et notamment, il y a eu quelques grosses acquisitions, mais il y a eu aussi beaucoup d'acquisitions d'acteurs locaux sur des marchés locaux. Et donc bien évidemment, on intègre les fournisseurs de ces nouveaux acteurs. Ce qui fait que on n'a pas forcément eu la main au départ au moment de la sélection. Donc on met en place ce nouveau programme qui vise nos fournisseurs non stratégiques, comme je viens de le dire, et on a établi donc une cartographie des risques pour cela. On s'est intéressé dans le cadre de cette cartographie des risques à ce qu'on appelle le risque inhérent, c'est-à-dire où est situé le fournisseur, dans quel business, dans quelle industrie il est situé. On a pour cela analysé 198 pays, 79 industries, 150 commodités. On a croisé avec les activités de Schneider Electric, notamment les pays où on est présent, à la fois en termes de chiffre d'affaires, si on a des usines, si on a des salariés, etc. On nous donne une exposition globale qui fait ressortir certains pays où on a potentiellement le plus de fournisseurs sous vigilance. Sur la partie droite de l'écran, vous voyez justement les commodités qu'on a identifiées comme étant un risque, qu'on a rattaché à chaque fois, soit un risque environnemental, soit un risque sur les droits humains, soit un risque sur la santé-sécurité. On a effectué ce travail en partenariat avec l'entreprise Verisk Maplecroft, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui agrège un certain nombre d'indicateurs qui sont généralement des indicateurs disponibles publiquement. Et Verisk Maplecroft, on en a bénéficié grâce au fait qu'on a rejoint récemment donc la Responsible Business Alliance, puisqu'il y a un partenariat entre ces deux initiatives. Ce qui nous donne aujourd'hui la cartographie des risques suivante. Donc on part de 64 000 fournisseurs de niveau élémentaire. On en a pris en fait 10 000 qui représentent un peu plus de 90% de notre chiffre d'affaires, qui sont réellement les fournisseurs avec lesquels on fait du business de manière établie, de manière régulière, avec lesquels on va continuer à faire du business dans les prochaines années. Ces 10 000 fournisseurs, on les a passés dans cet algorithme Verisk Maplecroft.
en sont ressortis 1700 avec un niveau de risque élevé. Aucun avec un niveau de risque extrême. Il y a 4 niveaux de risque chez Maplecroft: extrême, élevé, moyen ou bas. On n'en a aucun en risque extrême, mais on a cependant 1700 qui sont en risque élevé. Pour l'instant, on en a retiré 300 car ils font déjà partie de notre programme pour les fournisseurs stratégiques. Donc ils sont déjà pilotés par cet autre programme et suivis sur les thématiques environnementales, droits de l'homme, santé, sécurité. Et progressivement, on en ajoute, on ajoute des fournisseurs de rang 2 en fonction des commodités, des typologies. C'est-à-dire que par exemple, si on se rend compte que il y a pas mal de fournisseurs qui viennent de l'industrie, qui viennent du secteur minier, on va essayer de remonter justement un peu plus haut au niveau du rang 2. Donc ça, pour l'instant, c'est pas encore effectué, c'est en cours, on prévoit de le faire. Avec RBA, la Responsible Business Alliance, on va bénéficier de l'expérience des entreprises de l'électronique qui, notamment sur les sujets des minerais, ont une grande expérience, puisque bien évidemment l'industrie de l'électronique est en première ligne sur ces sujets-là. Savoir justement comment identifier les fournisseurs de rang 2 et suivants. Donc on aboutit pour l'instant à un programme de 1400 fournisseurs. Tout ça, c'est tout frais, hein. Ça a été fait la semaine dernière. Et là, on prévoit pour eux à la fois des actions de prévention et des actions de contrôle. C'est la démarche qui nous intéressait chez RBA, c'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter d'aller faire des audits, même si ça fait partie de notre plan, mais on souhaite embarquer l'ensemble de ces fournisseurs. Et pour ce faire, on va déjà former tous nos acheteurs sur ces sujets-là, les reformer, et ensuite former les fournisseurs et leur expliquer notre démarche et nos attentes en la matière. Et progressivement, on va passer de la prévention au contrôle avec des questionnaires adaptés en fonction des thématiques de risque identifiées pour chaque fournisseur et des actions d'audit également. On prévoit de faire 300 audits sur les 3 prochaines années. Sachant qu'avec RBA, nous partagerons l'ensemble de ces comptes rendus d'audit avec tous les membres. Aujourd'hui, il y a 118 membres, donc on peut déjà nous bénéficier d'audits qui ont été faits sur certains de nos fournisseurs. Ce qui permet d'éviter de refaire les choses plusieurs fois. Sur le pilier interne, j'en parle quand même si c'est moins l'objet de la discussion aujourd'hui. On renforce essentiellement l'ensemble des initiatives qu'on a déjà en la matière sur les questions de sécurité, de santé, d'éthique, de conditions de travail. On a déjà beaucoup de choses en place, donc en fait c'est plus une mise à jour et un renforcement de nos programmes également en matière d'environnement. Cependant, je tiens à citer un programme particulier qu'on va mettre en place et qui sera communiqué dans notre plan de vigilance dans le rapport annuel autour de la question de la lutte contre le travail forcé, avec l'identification que nous a permis cette cartographie des risques de certaines entreprises de recrutement. Donc on va avoir un focus particulier là-dessus. On a commencé une étude sur la question du salaire décent, en partenariat là avec BSR. Et sur la question du dialogue social, on a rejoint le Global Deal, et donc on va essayer aussi d'avancer dans cette direction, dans un premier temps au niveau européen et potentiellement ailleurs. Je passe assez rapidement sur le reste, mais ça voilà, c'est toutes les formations qu'on a qui sont obligatoires pour nos acheteurs, qui font partie des quelques éléments que je viens de citer. Donc on reprend les piliers de l'ISO 26000, hein, voilà, sur l'environnement, sur le travail des enfants, sur le travail forcé, également sur les conflits d'intérêts, puisqu'on intègre aussi cette dimension, je dirais sapin 2 à notre plan de vigilance. Des formations plus spécifiques sur les conflits de minerais, sur REACH et ROS, sur les protections environnementales. Et la partie client, pour terminer, l'objectif c'est de s'assurer que dans notre activité, dans notre business, nous travaillons avec des entreprises, avec des acteurs qui eux aussi s'engagent sur les thématiques environnementales et droits de l'homme. Et pour cela, si vous voulez, Schneider a simplifié une activité de retail, c'est-à-dire que vous pouvez trouver
nos produits et nos solutions en magasin sur étagère. Et on a aussi une activité de projet, c'est-à-dire qu'on va faire un projet, par exemple, d'électrification d'une mine, d'une plateforme pétrolière ou tout autre projet d'infrastructure. Et donc c'est plutôt sur cette activité-là qu'on va se concentrer pour mettre en place des mesures de due diligence dès l'amont, dès que l'opportunité business se présente, pour s'assurer que d'un point de vue environnemental, conditions de travail et droits de l'homme, nous apprêterions potentiellement à travailler avec des partenaires qui respectent nos standards en la matière. Et pour terminer, j'en ai déjà parlé, donc on a rejoint ces partenaires que sont la Responsible Business Alliance en janvier 2018, EDH, Entreprise pour les droits de l'homme, en janvier 2017, et le Global Compact des Nations Unies depuis le début des années 2000. Je n'ai plus la date en tête, mais nous coopérons avec le Global Compact de manière très très forte et très importante. J'en ai terminé de ma présentation. J'espère être dans les temps. Merci beaucoup, Maxime. Oui, c'est parfait. Le timing est respecté à la perfection. Je vais laisser la parole donc à Madame Van Rossum qui va poser les questions. Donc, vous êtes très nombreux à avoir posé des questions aujourd'hui. On n'aura peut-être pas le temps de poser toutes les questions, mais dans tous les cas, on posera les questions aux intervenants qui pourront éventuellement y répondre par écrit et ça sera intégré dans le compte rendu. Donc je vais laisser ma place. J'ai une dernière question, Maxime. Est-ce que tu acceptes de partager la présentation en ligne ou est-ce qu'il y a des choses dont le contenu ne doit pas figurer sur le site internet? Non, ça me pose pas de problème. Je vais peut-être revoir les chiffres puisque comme je le disais, ça date de la semaine dernière, mais juste pour vérifier que ce soit cohérent avec ce qu'on va publier dans le rapport annuel. Mais normalement, ce sont ces chiffres-là. Donc, notre rapport annuel est prévu pour la fin du mois de mars. Très bien. Je vais laisser ma place donc à Madame Van Rossum qui va venir s'installer devant le micro. Anne, n'hésite pas à nous faire des retours son si jamais ça ne fonctionnait plus. Oui, alors les questions sont nombreuses, donc je vais pas faire de commentaires et passer directement à ces nombreuses questions qui montrent tout l'intérêt qui a été porté à la présentation. Avec une première question générale, comment concrètement les ODD ont-ils été intégrés au plan de vigilance? Y a-t-il eu des tableaux de correspondance ou des grilles de lecture? Oui, ce sera publié dans le cadre de notre rapport annuel, effectivement, pour plus de clarté. Là, moi, je vous ai fait ressortir ceux qui concernent le plan de vigilance. Mais effectivement, ça ressortira dans le cadre de notre rapport annuel et du plan de vigilance qui sera publié. À la fois, en fait, on va publier dans le rapport annuel puisque c'est l'obligation légale. On prévoit également de faire un document séparé, détaché, qui fera 4 pages puisque cette année, on est surtout dans l'annonce des initiatives, alors que l'an prochain, on sera dans le partage des résultats et donc des plans d'action en fonction de ces résultats. Et oui, on fait le lien avec les ODD, tout à fait. D'accord. Alors toujours sur la question des relations avec les grands textes, on nous demande pourquoi ne pas citer les principes directeurs de l'OCDE, qui prévoient de développer la diligence raisonnable dans un nombre de secteurs plus vastes que les principes directeurs de l'ONU. Tout à fait. Tout à fait. Donc, mais voilà. on les intègre effectivement également. Vous les avez en tête. Tout à fait. Bon, voilà. Voilà, donc nous sommes rassurés. On nous demande alors, en termes de processus, comment avez-vous travaillé avec les syndicats pour construire le plan? Est-ce que vous les avez consultés? Oui, tout à fait. Alors pas dans la construction du plan. On les a consultés par contre au mois de septembre, au mois d'octobre et au mois de novembre, à la fois les IRP en France, mais également notre comité européen. Parce que nous n'avons pas d'accord cadre mondial. On a un comité européen qui fonctionne très bien. Donc on leur a présenté l'avancée de notre plan, l'ensemble des initiatives que nous prenons en la matière, y compris la partie sur le système d'alerte. On a eu des échanges sur le sujet, qui ont été plutôt bien accueillis. Désormais, là, il faut qu'on replanifie la présentation du plan définitif tel qu'il va être présenté
dans le rapport annuel. Mais les retours qu'on a eus étaient assez intéressants et je dirais plutôt constructifs, notamment sur la partie fournisseur. Je crois que désormais ce qui est attendu, c'est que le plan se mette en œuvre et qu'ensuite on puisse discuter de ce qui va en ressortir. C'est-à-dire que là, on a identifié les fournisseurs à risque. Bon, ça a été déjà un gros travail de le faire, mais en réalité, le travail commence maintenant, quoi. C'est-à-dire que on va pas avoir la cartographie des risques, ça sert à rien si ça s'arrête là. Il faut mettre en place les actions qu'on a prévues, à la fois de prévention et de contrôle, et ensuite partager de ce qu'on aura identifié, de ce qu'on aura trouvé, échanger avec et notamment avec les IRP. Alors, j'ai une question un peu générale où on vous demande de préciser les engagements concrets qui sont contenus dans votre politique de droits humains. Mmh. Par exemple sur la question du travail des enfants, si je prends cette thématique où on fixe un âge qui chez nous est 18 ans, avec 16 ans autorisé si c'est dans le cadre d'une formation scolaire ou d'apprentissage ou autre, ce qui n'était pas le cas auparavant où on devait juste dans le cadre de notre principe de responsabilité nous engagions à ne pas embaucher d'enfants. Donc ensuite, ça se décline très concrètement, c'est-à-dire que d'un point de vue RH, il y a des processus qui existent déjà, hein, mais qui sont renforcés sur ces thématiques-là. La question du travail forcé, on donne également des exemples, comme je l'ai indiqué aussi, on prévoit de faire un plan spécifique c'est-à-dire qu'on aura des guidelines, hein, c'est-à-dire que effectivement, quand on travaille avec des agences de recrutement, il faut que dans les contrats avec ces agences, on ait des clauses sur ces sujets, notamment sur les frais qui ne doivent pas être payés par les travailleurs, sur dans certains pays les problématiques de rétention de pièces d'identité, donc préciser également le process à mettre en place sur ces thématiques-là. Donc en fait, c'est décliné ensuite dans la politique et ensuite sous forme de processus sur différents sujets. Ouais, oui. Sur la question du salaire décent, par exemple, on a une définition du salaire décent qui qui prend en compte l'habillement, la santé, les loisirs, la nourriture, etc. En fonction du pays. Ouais, ouais, tout à fait. Alors c'est précisé dans la politique et encore une fois, ensuite le plan d'action là, il est en cours de déploiement. D'accord. Alors ensuite, j'ai une série de questions concernant votre système d'alerte. Alors d'une part, en ce qui concerne le nouveau système d'alerte externe, est-il géré en interne chez vous ou faites-vous appel à un prestataire extérieur? Et puis des questions sur le système d'alerte interne, à quoi correspond-il? Et on nous demande qu'est-ce qui peut se rapprocher d'un grievance mechanism? Et qui est responsable de la gestion des alertes reçues. Alors je pense que ça c'est le système d'alerte externe. Voilà, donc des précisions sur ces deux systèmes d'alerte. Très bien. Alors pour la première, on a effectivement un partenariat avec un prestataire externe. Cependant, ce prestataire nous fournit que l'outil, qui est à la fois informatique et téléphonique pour le système interne, uniquement informatique, uniquement site web pour le système externe, en tout cas pour le moment. Et ensuite, ce qu'on appelle le case management system, c'est-à-dire le système de gestion des cas qui sont remontés par le système d'alerte. Par contre, tout est géré en interne. Ensuite, c'est nous qui recevons les cas, c'est nous qui faisons éventuellement les investigations, etc. On ne le sous-traite pas aux prestataires. On a souhaité en fait avoir quelle est la différence entre l'interne et l'externe. On a souhaité avoir deux interfaces différentes. Ce sera deux adresses email différentes parce que il y a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes documents qui sont disponibles sur l'une et l'autre plateforme. Ah, d'accord. Il y en a une qui s'adresse plutôt à l'externe, l'autre qui s'adresse réellement à l'interne, mais on aborde les mêmes thématiques et c'est géré d'un point de vue gestion, c'est géré par les mêmes personnes, c'est-à-dire qu'on a un comité de gestion des alertes qui s'occupe de recevoir et de traiter les alertes. Fonctionne depuis 2010, donc on a une assez longue expérience en interne. Donc sur l'externe, on va voir ce que ça donne. En interne, on reçoit à peu près environ 250 alertes par an. C'est assez stable au cours des 3 dernières années. Les données sont publiques dans notre rapport annuel.
D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on peut qualifier de grievance mechanism alors? C'est plutôt le système d'alerte externe? Oui, les deux au final, les deux le sont. Effectivement, donc grievance c'est le terme des principes directeurs de John Ruggie. C'est une des possibilités. Effectivement, il y a pas que ça. Certaines entreprises ont des ombudsman, des personnes clairement identifiées en local qui sont connues des communautés locales. Nous c'est pas notre cas, donc c'est effectivement considéré pour nous comme un grievance mechanism au sens de Ruggie. Alors, je vais peut-être revenir sur une question concernant les droits humains, le travail des enfants, et ensuite il y a des questions assez techniques sur votre organisation. On nous dit que dans certains pays, le travail des enfants fait vivre une famille entière. Est-ce que vous accepteriez le travail des enfants s'il est encadré? Par exemple, si l'enfant va à l'école le matin, travaille l'après-midi, on nous cite l'exemple de l'Inde. Quelle serait votre position sur cet exemple précis? Ouais, non, c'est vrai que pas simple. Non, c'est pas simple. C'est un sujet qui est effectivement compliqué. Là, tout de suite, maintenant, je suis pas en mesure de répondre à cette question. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est pas simple. Et pour le coup, dans les formations qu'on a eues avec nos acheteurs en Inde, on a déployé donc ces formations avec des kits, on appelait des kits éducationnels. Celui sur le travail des enfants a fait vraiment débat pour ces raisons-là qui sont évoquées là. On a eu les mêmes retours également en Amérique pour nos collègues en Amérique du Sud. Vous savez qu'il y a certains pays en Amérique du Sud où le travail des enfants est légal à partir de 11 ans, il me semble, en Bolivie. Donc effectivement, il y a à la fois le fait que dans certains pays c'est comme ça que ça marche, et en même temps il y a les conventions internationales de l'OIT et les engagements qu'on prend nous en tant qu'entreprise. Donc nous ce sera 16 ans si c'est dans le cadre d'une rencontre à l'école ou d'un stage ou d'un apprentissage, quoi. Mais ce sera pas en dessous. Donc avec, bien évidemment, vous avez raison, il y a des impacts puisqu'il y a certaines familles dans certains pays où le système économique local fonctionne ainsi. Alors, on va revenir une seconde sur les alertes qui intéressent beaucoup. Quelles sont les principales alertes que vous avez reçues, des exemples? Est-ce que c'est possible d'en donner? Dans quelle région du monde? Alors, pour l'instant, c'est que des alertes internes, puisque le système n'est pas encore mis en place. Est-ce qu'il y a des régions spécifiques? On en reçoit d'un peu partout. Je dirais quand même qu'il y a 2 régions qui sont plus actives, l'Amérique du Nord et l'Inde, justement. Peut-être parce que culturellement, ça se fait plus naturellement de remonter des informations. Les cultures latines ont un petit peu plus de mal avec ces sujets-là. En interne encore, on a été confronté à peut-être pas de la résistance, mais des personnes qui nous disent non, c'est de la délation, etc. Nous, la manière dont on en fait la promotion, c'est vraiment, on dit, c'est déjà le système d'alerte, c'est pas la solution à un miracle. Il faut éventuellement en parler avec sa situation, avec son manager, avec son N+1, avec son N+2. Si pour X raison c'est pas possible, parce que par exemple le manager est impliqué dans l'incident, en parler avec les fonctions support, avec les ressources humaines, avec les IRP, et in fine le système d'alerte est aussi là, garantit la confidentialité de l'alerteur, la protection contre les représailles, la possibilité de conserver l'anonymat, et donc on en fait la promotion en disant c'est un outil supplémentaire en fait qui est à votre disposition. Alors, le temps presse, donc je vais faire une dernière question où je vais regrouper les aspects plus pratiques, puisqu'on vous demande d'une part quels sont les avantages accordés aux clients les plus compliant avec les valeurs de Schneider, pourquoi et de quelle manière les acheteurs sont-ils formés à l'ISO 26000, et une remarque sur le taux minimum de 25 sur EcoVadis considéré comme très bas, pourquoi ce choix? Alors sur la première, les avantages accordés aux clients. Y a-t-il des avantages accordés aux clients? Aux clients, non. En fait, du coup, sur ce dernier pilier, en fait, nous, on est fournisseur et en fait, on évalue nos clients. Donc, après, on a effectivement refusé. L'avantage, je dirais,
c'est plus dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a refusé déjà du business parce qu'on n'avait pas envie de travailler avec des partenaires qui étaient potentiellement impliqués dans des en tout cas, il y avait des allégations assez fortes sur ces sujets-là. Oui, donc c'est plutôt un inconvénient majeur pour eux de ne pas exactement. Ouais. Ne pas parce que nous là, du coup, on est dans l'autre posture, c'est-à-dire on est le fournisseur. Mais on refuse effectivement de travailler. Ça nous est déjà arrivé de refuser des business pour ces raisons-là. Ces raisons-là. Les acheteurs, comment les forme-t-on sur l'ISO 20400 20400. Alors, 20400. moi, je suis pas familier de l'intégralité du système ISO. Bon. Plus parler de l'ISO 26000, parce que nos acheteurs, nous, ils sont formés sur l'ISO 26000. C'est plutôt l'ISO 26000, oui. 20400, je sais pas si elle existe, 20400 en tout cas, je ne la elle est spécifique, si elle est sortie l'année dernière, oui, c'est la nouvelle norme sur les... Bon. Non, nous, ils sont formés. D'accord. Ils sont formés, nous, à l'ISO 26000 sur les 7 déclinaisons de 26000. D'accord. Ok. Nous, ils sont formés à l'ISO 26000, donc sur les 7 piliers de l'ISO 26000. Oui. Et là maintenant, on va avoir donc des nouveaux modules avec la Responsible Business Alliance. Je vous invite à aller voir. Ils ont toute une bibliothèque de modules de formation qui sont très bien faits parce qu'en plus ils sont assez courts, c'est-à-dire voilà, c'est 10-15 minutes sur le travail des enfants, 10-15 minutes sur le travail forcé, etc. Donc ça fonctionne très bien. Et la question du score sur Ecovadis 25, qui est considéré par très bas. Ouais. Je sais pas si c'est très bas, si c'est subjectif ou pas. C'est peut-être très bas. En tout cas, la note moyenne chez nous, elle est plus élevée que ça. Hein. Je sais plus à combien elle est. Hop. Je vais essayer d'aller voir rapidement. Voilà, nous on a un score moyen de 49,9. Mais votre taux d'acceptation est à 25. Le minimum, tout à fait. Le minimum est le minimum pour travailler avec Schneider. Hein, oui, voilà. Est à 25. Sachant qu'après, effectivement, ils sont tous challengés pour atteindre la note moyenne. Et ça, on le publie dans notre baromètre Planète et Société de manière trimestrielle. Et c'est un indicateur qui est, enfin, c'est compliqué parce qu'au final, même sur une partie business, c'est des fois pas évident de challenger des fournisseurs. Alors que même on est en position entre guillemets de force. De force, malgré tout. Dans certains cas, c'est pas aussi ça. D'accord. Bon merci beaucoup Maxime. Merci à vous. Nous allons passer à la deuxième présentation de Anne-Catherine Kudenek, qui va exposer le point de vue